Jingle. C'est ouf, tu fais de la radio avec rien. Ouais, c'est génial. Et là, ça part en live. Hein. Allô la planète ? Avec Eric Lange. Allô la planète ? Avec Eric Lange. Et c'est bien beau, ma bonne dame, le monde... Ah, bah, Gabi, t'as trouvé le blanc ? D'accord, très bien. C'est bien beau, ma bonne dame, le monde moderne, parce que on regardait, il y a Fabien et Pauline dans mon salon cette semaine, on regardait Stéphane, et je disais à Fabien, regarde, tu vois, aujourd'hui, tu fais de la radio, t'as un Mac, une petite console comme ça, 3 micros, et tu fais de la radio de n'importe où. C'est bien. Tu vois, c'est... Voilà, et alors, Allô la planète, je sais pas, ça fait combien de fois qu'on fait ça, Stéphane ? Je crois que c'est la 10e fois. 10e émission depuis mon salon. Tout va bien, bienvenue. Stéphane, un message, quelque chose, on a besoin de sous, on a besoin de sous tout le temps. Donc, il y a toujours le fameux milliardaire que nous recherchons. Donc, si vous pouvez nous appeler pour laisser un peu de sous. Si c'est pas quoi faire ce soir, je suis dans le train, il peut m'appeler. Les t-shirts, si, parce qu'on va faire ces maudits t-shirts et sweatshirts et casquettes, Allô la planète. Donc, oui, c'est moi qui dois te donner le numéro. Non, ce qu'il faut, c'est que les auditeurs nous envoient des dessins, des idées de phrases. Qu'est-ce qu'on met sur ces t-shirts ? Voilà, on a déjà un peu de contenu. De toi ou de... Ah non, pas de moi, d'auditeurs qui nous ont envoyé des petites phrases. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ces t-shirts ? On va les vendre et puis comme ça, tu vois le truc. Qui est là aujourd'hui ? Fabien, bienvenue, cher ami, dans mon salon. Bonsoir Eric. Que tu connais bien. Oui, je suis déjà venu en effet. C'est une escroquerie, c'est un copain, mais en plus, il a des trucs à raconter. J'ai plein de choses à raconter, plein de nouveautés là justement pour mi-fin janvier, donc ça colle complètement à mon actualité. N'est-ce pas ? Oh là là, parle normalement, s'il te plaît. Et Pauline, un bouquin. Quasiment ça. Pauline, vous la connaissez peut-être. C'est elle qui écrit les livres Pauline en Corée du Nord, Pauline en Ouzbékistan, Pauline en Californie, qui est passée, qui nous a donné tous ses livres. Bienvenue, ma chère Pauline. Merci. Donc, et alors au téléphone, je sais pas. Voilà, il y a un moment, Stéphane, cette semaine, c'est n'importe quoi. Cette semaine, ça part un peu en couillonnade, je dirais. On verra tout à l'heure. On n'arrive pas à voir Mathilde. Alors, message à Mathilde, branche ton téléphone s'il te plaît, merci. Fabien, on commence avec toi. Alors moi j'ai connu Fabien, il avait le métier dont on rêve tous à un moment ou à un autre. Ouais. On lui donnait des sous, le gars, pour aller tester des bars et des restos à Lisbonne. Et aussi des cafés. Voilà. Des coffee shops. Ça a duré combien de temps ça ? En fait, ça continue à durer en fait, je te dirais, parce que mon nouveau projet, c'est la continuation, mais moi je suis journaliste lifestyle et traveler. Alors oui, il a plein de mots qu'on comprend pas. Donc voilà, journaliste lifestyle traveler. Ce qui veut dire en fait aller dans des villes et puis trouver l'hôtel. Alors pas forcément que dans le luxe d'ailleurs, je fais des choses plutôt soit très haut de gamme ou soit justement parfois la petite auberge atypique ou l'auberge qui... Les trucs rigolos, les trucs pas pareils, les trucs je sais pas. Non, plutôt des choses vraiment des expériences un peu pour les gens un peu branchés ou hipsters. Et je t'avoue que j'ai fait ça pendant 2 ans et demi et récemment avec... Attends, on va y venir au nouveau voyage. D'accord. Oui, on va y venir. 2 ans et demi. Du coup, où pendant 2 ans et demi, j'ai fait ça. Donc t'es allé où ? Je suis allé à Tokyo, je suis allé à Vancouver, je suis allé à Bogota. Je suis allé à Budapest, je suis allé à Tel Aviv, je suis allé à Édimbourg. Voilà, et donc en fait, j'ai eu un aperçu de la ville plutôt du côté très urbain et très... branché. Ouais, branché, bobo. si on peut dire. Branché. Est-ce que le bobo est mondial ? Le bobo est... Le hipster Je pense que le bobo est absolument mondial. Au bout d'un moment, les gens nous disaient, et je pense que c'est l'esthétique qui est un peu due aux réseaux sociaux, Instagram et Facebook, que effectivement mon guide sur Tokyo ou Vancouver ou sur Cape Town, parfois les images pouvaient se ressembler et avoir une uniformité, ce qui est un peu vrai parce que finalement les coffee shops se copient tous maintenant. Voilà. Donc il y a un moment t'as l'impression d'être au même endroit, quoi. Mais pas dans l'expérience que tu vis dans les rues. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des bars à Paris. Tu sais, maintenant il y a des bars un peu chez Bran dans le 18e, tout ça. Tu rentres là-dedans, tu dis non, c'est pas Paris. C'est un bar qu'on pourrait trouver à Berlin ou à Copenhague ou à Amsterdam. Mais cette espèce de culture, ou à Brooklyn, aux États-Unis, cette espèce de truc branché mondial. Et je crois que tu as bien cité Berlin et Copenhague, qui sont un peu le design sur Berlin, c'est Berlin en fait. Et Berlin, la base, qui a réhabilité des lieux pour les rendre un peu contemporains. Un mélange de trip et de rock et de design. À la base, c'est Iggy Pop.
Non, mais tu vois, à la base, c'est Ouais. le Berlin des années 70 et toute cette branchitude de David l'époque Bowie, du qui est. Bon, bah, si tu N'est-ce pas chacun son camp. Et qui rejaillit jusqu'à aujourd'hui comme étant un endroit d'influence. Putain, on parle sérieusement, ça. Ouais. Bref, un endroit d'influence. Non, mais je trouve, moi, j'étais dans des bars à Paris, je me dis, mais c'est Ouais. marrant, c'est pas du tout le troquet parisien. Tu sais, les Ouais. trucs avec des vieilles chaises d'écoliers, des tables dépareillées, une nana avec des seins comme ça, tatouée de partout, qui te parle de Goa au comptoir, du rhum de maison, machin. Enfin, tu vois, une musique un peu underground. Et voilà, quoi. Et ça, tu le trouves dans toutes ces villes-là. Ouais, bah, les paradis de hipster, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que après 2 ans et demi, 3 ans, ce qui ressort de cette expérience, c'est que ces lieux ont matière à exister, sont intéressants, mais putain, quand on est à Paris, t'as vraiment envie de retourner dans ton troquet avec ta nappe à carreaux et Justement, ouais. et ta blanquette de veau, quoi. Et il y a un moment où tu te dis, bon bah ok, l'avocat d'auto c'est sympa, mais où est-ce qu'on va manger un bœuf bourguignon, quoi. Pauline, alors c'est complètement autre chose. Alors, moi, je suis Donc pas Pauline, toi branchée tu te du balades, tout. on se connaissait pas, on s'était jamais vu, tu connaissais pas Allô la planète, tout ça. T'es arrivé via des amis à toi qui font une chronique sur la web radio, c'est ça? Pas du tout. Je confonds, Stéphane, au Oui, secours. je pense. Via ma sœur qui m'a parlé d'un C'est des sa posts. sœur. Voilà, Des c'est ça. podcasts, Oui. Oh, la voix qui surgit comme ça. C'est sa sœur. Donc ta sœur fait un podcast pour Allô la planète, la radio, c'est ça? Pas du tout. Non Pas plus. du tout, ok. Donc, Elle connaît. Elle connaît. Elle connaît la web radio, elle connaît notamment une émission qui s'appelle Bourlinguer. D'accord. Et Elle m'a conseillé Et elle t'a dit, d'aller va sur votre dans le site salon et d'aller d'Éric voir Lange. Voilà, ce que ok. vous faisiez, ce que j'ai fait. J'ai bien écouté. Et alors donc toi ton truc c'est que tu vas dans un endroit dans le monde entre 1 mois et 3 ans tu m'as dit. Enfin bon ça peut durer 1 mois, ça peut durer 15 jours, ça peut durer plus ou moins. Et sort de là un livre. Alors pour le look, pour la référence c'est un petit peu les aventures de... Non, qui je ne on dirais veut, pas. non. Mais si. Allez, Martine. ok. Voilà, mais oui, c'est parce que c'est les aventures de Pauline en Corée du Nord, les aventures de machin et tout. Le tout début, c'est quoi? Parce que t'as quel âge? 33 ans. 33 ans, tu fais quoi dans la vie? T'as un Je métier? suis graphiste. D'accord, D'où voilà, le ça fait que je démarre. mets en Je cherche forme, le début, pour je remonte le début. comprendre Voilà. d'où ça vient Donc tout t'es ça. graphiste chez toi, dans ta petite chambre, avec des piges pas payées. À un moment de ta vie, c'est ça? Avec ton chat et un thé vert, et tu te dis, il faut que je fasse autre chose. Non, j'ai pas de chat. Le reste, c'est ça. Alors, tout a commencé à la Barbade. Je te disais que c'est là-bas que j'ai passé 3 ans. Et en fait, là-bas, j'ai eu l'opportunité de devenir journaliste alors que j'étais juste graphiste. D'accord. J'étais graphiste dans un journal. Et le journal, au passage, m'a dit, mais vous êtes française, vous n'avez pas des choses à dire sur nous? Vraiment, juste sur la culture barbadienne. Rapproche-toi. Et j'ai dit des choses à dire sur vous, mais tout, n'importe quoi, carte blanche. Ils m'ont dit, ah bah oui, absolument. Surtout que pour eux, la France, la française, ça représentait quelque chose qu'ils avaient envie d'entendre. Ça leur mettait des étoiles dans les yeux, comme je pense dans beaucoup d'endroits. Donc j'ai dit, bah, si vous voulez, mais par contre, si je le fais, je me moque. Je le fais avec... je rigole, quoi. Voilà. Ils m'ont dit oui. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi dans le journal national. Toutes les semaines, j'avais une chronique, une page où je pouvais me foutre de Tu complètement. déconnes, Mais quoi. complètement. C'était la vision. T'es parisienne? Banlieue Non parisienne. Ouais. Donc c'est la vision de la banlieue, enfin de la parisienne, de la Oui, française. La française. Avec sur là où elle est. Voilà. sur Ouais. cette culture caribéenne d'une petite Et elle est île. marrante à raconter cette culture Et caribéenne. oui, Petite parenthèse, quand tant on qu'on y est s'en là-bas. moque, il y a plein de choses à aborder qui sont très différentes évidemment de la vie en France et qui méritent d'être Non. soulevées, que les locaux Le ne clicheton, réalisent quand je pas. pense Caraïbes, Les c'est clichés, des gens mais qui oui. vivent en pagne, en faisant la fête et en buvant du rhum. Arrête. Oui. Allez, petite anecdote. Attends, parce qu'on va voir. Ah, il y a Jean-Pierre qui est en ligne. Jean-Pierre, bouge pas, on arrive. T'es là, Jean-Pierre? Waouh. Non, il est en discothèque. Arrête ça. Caraïbes, 8h du mat en Guadeloupe. D'accord, 8h du mat en Guadeloupe, donc tu descends, t'arrives pas à dormir. Parce que tu sais, les décalages horaires, tout ça, machin. Même peut-être 7h. Tu descends de ton hôtel, tu vas vers la plage, et là, il y a une espèce de petit bar. Tu y vas en disant, je vais boire un café. Et là, il y a un mec, bon, il doit avoir 40 ans, il en fait 75. La peau tannée, noire, machin. Et il y a un litre de rhum blanc, mais le truc que tu mets dans les mobylettes pour... Enfin, tu vois. Et des petits citrons, un peu de sucre. Et le gars, il est 7h du mat, il te sert... alors, ça se paye à la gorgée. Ah. Ouais. Donc les gars, les gars, ils prennent le plus possible qu'ils peuvent ingurgiter en une gorgée. Tu vois, d'accord. Donc tu te fais ton truc, là, un peu de citron à la gorgée.
derrière une grande gorgée d'eau pour éteindre le feu, comme ils disent, une clope, et puis on recommence. Et 7h du mat. Voilà, le petit-déj des Caraïbes. C'est un peu ça. Il y a de ça. Mais oui. Et oui. Donc te voilà aux Caraïbes. On y revient. Fabien, on revient. On a Jean-Pierre avec nous. Vous connaissez pas Jean-Pierre Brouillot? Non. Non, mais pourquoi ça résonne comme ça? On a hâte de l'entendre. Ça marche pas, cher ami. Voilà, il faut régler quelque chose. Voilà ça. Donc je poursuis avec Pauline. Dès que ça marche, tu me le dis. Hein. Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends? C'est qui, Jean-Pierre? Oui, oui, je crois que je t'entends, oui. Ah bah t'es là, monsieur Brouillot. Tu vas bien? Ouais. Je sais pas où je suis, mais j'y suis en tout cas. Tu vois. Alors, je vous présente le camarade Jean-Pierre Brouillot qui est complètement aveugle. Il voit rien. Ouais. Et il se balade dans le monde entier. Voilà, c'est le principe. À chaque fois, on rigole. On l'a au téléphone de temps en temps. Ouais, parce que je crois qu'il faut être un peu ridicule quand même, tu vois. Pardon? Voyager dans le monde pour rien voir, franchement, je me demande... je sais pas qui c'est qui a foutu le programme dans le cerveau de ce type. Est-ce qu'il est à Des fois, je me Abidjan? pose des questions. Je me demande si je suis pas squatté par quelqu'un d'un peu incohérent, tu vois. Non, mais c'est un truc marrant, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un vieil habitué d'Allo la planète qui nous a raconté plein de fois ses voyages, parfois in situ, en nous appelant. Et là, tu as pondu un livre et tu es en pleine tournée de promo, c'est ça? Ouais, on va dire ça. C'est un drôle de voyage, ça. Hein, tu t'y attendais pas à celui-là. Surtout que là, c'est cette fois-ci, la fois d'avant, c'était une conseillère d'éditeur, c'est le Seuil. Mais là, c'est un petit éditeur qui s'appelle la Luna, tu vois. Ouais. Et mon bouquin, c'est Voyage du coq à l'âne, il faut se le dire, et se le redire. Et si tu veux, c'est un petit éditeur. Et j'ai du bol quand même de connaître pas mal de gens qui m'ont connecté un peu avec des émissions de radio, de télé, tout ça. Et c'est plutôt chouette. Voilà. Bon, après, je te dis pas où je vais demain, j'ai pas spécialement envie de le dire. Oh, mais arrête. Mais c'est pas grave, sur moi qu'il faut vendre des livres pour pouvoir continuer à voyager, on s'en fout. La fin justifie les moyens, cher ami. N'ayons pas peur. Suspense. N'ayons pas peur. Bon, voilà. J'en dirai pas plus. Écoute, tout va bien. Je suis à Ivry-sur-Seine. Hein. Je reviens de Napoli, il y a 2 jours. Je suis allé passer une dizaine de jours dans cette ville absolument orientale. Tu sais, j'étais en Inde là, en octobre-novembre et j'avais l'impression d'être à Naples. Tu vois, quand tu vois pas, Ouais. C'est l'Inde. Mais c'est vraiment l'Inde. C'est ça que j'aime bien. Attends, c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est comment on perçoit les choses quand on ne voit pas. Et là, tu es quand même la première personne qui me fait un rapprochement entre l'Inde et Naples. Au niveau de quoi? Des odeurs, Alors, les odeurs, les poubelles qui dégueulent absolument de partout, l'intraversabilité des rues quasiment quand tu es aveugle, si quelqu'un te file pas un coup de main, le bruit, la foule, mais ça grouille dans les rues. Et puis après, quand tu discutes et quand tu creuses un peu, tu t'aperçois, par exemple, il y a beaucoup de croyances, superstitions, tu sais, avec des vierges de partout, des ex-voto. Il y avait un culte assez étonnant qui a été aboli, je pense, par la religion, je suppose. Jusqu'en 69, les Napolitains, la plupart des Napolitains, prenaient... Il y a un endroit où il y a des centaines de milliers de squelettes à ciel ouvert. Ils prenaient une tête et ils la ramenaient chez eux et ils prenaient soin de cette tête en lui demandant d'être, si tu veux, l'intercesseur entre eux et le ciel pour exorcer leur... c'est son petit fantôme à soi. C'est comme en Asie du Sud-Est, ils font des mini-maisons devant la maison où tu mets à manger et tout ça. Et c'est pour accueillir le fantôme, enfin l'esprit, qui va protéger la maison. Et si tu lui mets pas à bouffer et tout, il va rendre ta vie invivable dans la baraque. Absolument. Et je trouve ça très chouette. Je vois pourquoi on interdit ce genre de choses. Le crâne, c'est un peu limite quand même. Moi, je préfère la petite maison avec un peu de thé et une feuille de salade. Vieux crâne. Tu imagines? Non, mais c'est un vrai crâne, quoi. T'as un crâne d'un gars qui était... Enfin, c'est dégueulasse. Ah ouais, mais ça pourrait être le tien. Ça va. J'ai pas envie d'être dans une... Chez moi, je m'occuperai de toi. Écoute, tu parles, tu vois rien, tu vas me laisser tomber, tu vas me casser, je vais finir dans un aspirateur. Je te polirai les dents. Je ferai des voyages dans ta bouche avec mes doigts pour voir un peu comment c'est que t'as mordu dans ta vie, pour essayer de faire une histoire de tes dents. Non, moi j'aime bien. Bien ce genre de... Voilà, Jean-Pierre, donc aveugle et voyageur. Et alors à chaque fois, il y a des personnes qui nous écoutent, là, je vois autour de la table déjà Pauline et Fabien, vous connaissiez pas Jean-Pierre, hein, donc je pense que vous posez comme tout le monde. Pauline, bonjour.
Bonjour Fabien. Bonjour Vous Jean-Pierre. posez Bonjour, comme tout le monde la Jean-Pierre. question, mais comment ça marche, quoi? Parce qu'ils voient rien du tout, mais rien. Hein. Bah, ça marche pas. Ça marche parce que Comment tu fais pour aller quelque part? Voilà. Demain, tu dois Bah, aller à Delhi. Comment tu fais? Et puis alors, je lui fais à chaque fois la bonne vieille vanne. Comment tu sais que t'es sûr que t'es à Delhi? Quand t'es à Delhi, il y a peut-être un chauffeur de taxi. Déjà, j'en sais rien. qui- Et puis de toute façon, moi, je voyage pas pour les noms. Je voyage pour le ressenti de l'instant, les rencontres. Enfin, moi, ce qui me détermine dans la vie, c'est les rencontres. Tu vois. Comment Vraiment. tu fais pour aller Eh ben, aller quand quelque t'es part? aveugle, c'est génial parce que Les gens regarde, là, qui j'étais viennent. à la gare de Lyon tout à l'heure. Ouais. Le moindre pas que je fais dans la gare, il y a des gens qui viennent me dire, ah, mais vous voulez qu'on vous file un coup de main? Ben, je dis oui, c'est super. Et puis les gens, ils m'aident. En fait, ça me met, voilà, je suis un thermomètre planté dans le cul de l'humanité. C'est-à-dire que je sais à chaque moment où je suis quelque part, je sais comment l'humanité se comporte, s'il voit l'autre ou s'il le voit pas. Et ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils voient de moins en moins un type sur le bord de la route avec une canne blanche parce qu'ils sont tous sur leur téléphone en train de communiquer avec bien. quelqu'un qui a Bah, pas fais fait. une appli. Mais- tu les Qu'est-ce chopes que tu par fais une appli, tu les chopes par le téléphone. Attends, mais il y a une appli géniale, il y a une appli qui s'appelait, écoutez bien, Ouais. tous les amis, il y a une appli qui s'appelle Be My Eyes, soit mes yeux. Quand on la télécharge, on nous demande juste une question, est-ce qu'on est aveugle ou est-ce qu'on est une personne voyante? Et pour le moment, il y a 2 500 000 personnes voyantes qui l'ont, et je crois qu'on doit être 70 000 aveugles, 70 000 aveugles, ça fait bizarre. Ouais. Et en fait, quand j'appelle, donc les gens savent que je suis Miro, et aussitôt ils me demandent, le premier qui décroche me dit qu'est-ce que vous voulez? Et si je suis en train de cuisiner chez moi, ben je montre un truc, ou si je veux lire un papier, tu vois, ou si je veux savoir si la Tu nana qui est montres dans la- avec ton téléphone et tu Je demandes un montre coup de avec main. le téléphone, il y a une Génial. caméra, et je trouve ça ouais. absolument génial, parce que C'est dément. t'es ça. pas contraint quand t'es inscrit, quand t'as téléchargé Be My Eyes, t'as aucune contrainte de répondre si t'es pas disponible quand quelqu'un appelle, tu vois. C'est Et il y a vachement quand bien. même 2 500 000 personnes qui sont inscrites, donc on a toujours quelqu'un. Or Je trouve donc, ça super. en tant que thermomètre planté dans le cul de l'humanité, t'es plutôt optimiste finalement, puisqu'il y a pas mal, quand tu t'arrives à te balader partout, il y a toujours quelqu'un pour t'aider, Mais il y a oui, des si applis tu veux, qui on n'arrête finalement. pas de nous Quand même. raconter. C'est vrai qu'on est dans un monde de merde, dans un monde de nationalisme exacerbé où tout le monde a peur. Bon voilà, il y a le désastre écologique qui se profile et qui est déjà là, qui est, bon voilà, on va dire qu'on est en train de nous retirer le tapis sous les pieds. Le tapis qu'on est en train de retirer nous-mêmes avec nos conneries, j'en suis tout à Je fait l'ai conscient, lancé, c'est pas la je l'ai faute lancé, d'autres. ça y est, je l'ai lancé. Arrête-toi, Voilà. Che Guevara, Bon, on arrête là. reviens J'arrête là. au début. Mais reviens. on revient au début, on revient à ta question. Non, mais Je dis c'était, oui, t'es je optimiste, suis- t'es optimiste finalement, malgré. Je suis voilà, t'es absolument, optimiste. Ouais, je c'est suis bien. optimiste. Après toute Parce expérience. que il faut le dire, il y a plein de petits gestes non-stop qui sont vraiment encore de l'ordre de l'humanisme. Et tant mieux, bordel, tant mieux. Quoi. Jean-Pierre, on va arrêter là parce que, mais avant, Je vous en avant Stéphane, il faut que tu me rappelles quelque chose parce que figure-toi il y a un autre aveugle qui nous envoie des sons de temps en temps. C'est qui, Malvoyant. Stéphane? C'est Guillaume. Malvoyant ou aveugle? Ah bah, alors c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Si c'est Guillaume, je dois être ami Facebook avec lui. Si c'est lui, il est malvoyant. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas pareil. Ouais. Ah, explique la différence à Eric. Bah, Bah, il y Malvoyant, en a un c'est qui voit un peu des trucs et l'autre il voit rien. c'est ça. Voilà. Et l'autre qui voit que dalle, parce qu'il n'y a rien à voir. Voilà. Parce que vous croyez quelque chose à Non, mais voir. vous me qu'est-ce prenez qu'il quand est même. Il y a rien à voir. Non, du tout. Mais, Il ah, pardon. prend Alors, pour un con, excuse-moi. il me Non. prend- Non mais à chaque fois, Non. fois, on est quand même dans mon salon, je lui file le pinard, l'électricité, la triple prise, tout. Ouais. Il fait des émissions et tout ça, et à chaque fois il me. Non, je suis vraiment désolé. Je déconne. Ouais. Non, parce que. En tout cas, Présente. En tout cas, Alors, il a des cacahuètes plein la bouche en plus, l'imbécile. Donc en fait, c'est Guillaume qui a 27 ans, on qui vit en parle pas avec les Indonésie. cacahuètes dans la bouche. En Pardon, Indonésie, Stéphane. Guillaume, il vit. En Indonésie, c'est lui? Il vit là-bas. Il s'appelle quoi? C'est un nom, son nom de famille, vous vous rappelez pas? J'ai que Guillaume, j'ai son prénom. C'est Guillaume. Bon, bah, écoute, c'est peut-être une autre personne. C'est peut-être un véritable. Ouais, statistiquement, des Guillaume francophones, Il est non-voyant, non-voyants en Indonésie, il ne doit pas y en avoir des milliers non plus. Hein. Non, il ne doit pas y en avoir des kilos. Tu as raison. Donc ouais. il Donc, s'est c'est- marié là-bas et il vit là-bas depuis 2017 et il fait des Ah oui. voilà, il nous fait des émissions il interview des non-voyants et des malvoyants super. qui voyagent. Ok. Je Voilà. dis ça, je Et dis c'est rien, super mais intéressant parce que tu m'as rien Non, envoyé, Jean-Pierre. Je dis ça, je dis rien. L'autre Guillaume que je connais même pas, il m'envoie des trucs, toi, rien. Ouais. et, Alors moi, mon Depuis prochain. des années, moi, je le parle- porte, Jean-Pierre, moi, tu vois, à France Inter, partout où il était là, depuis des années. Mais rien, Ouais, tout à fait. pas un petit Ouais, son pour ma c'est vrai. radio. Et je pars en Algérie normalement là dans 2 petits mois en bateau.
et je pars avec un pote aveugle. On a vraiment envie de se catapulter à demi-rond en Algérie. Et voilà, on va aller prendre des nouvelles un peu de l'Algérie qui est en train de se relever. Bon, et tu m'enregistres des sons avec ton pote et vous pensez à nous. Chaque jour, vous enregistrez un truc et après, on diffusera tout. Ok. Tu sais, on va avoir des sacrées anecdotes. Je crois qu'il y aura un nouveau. Bon, faut y aller, monsieur. Il faut y aller, monsieur Brouillot. Merci beaucoup d'être passé, camarade. Il faut acheter mon bouquin, bordel. Hein. Oui, achetez le bouquin. Comment il s'appelle ? Voyage du coq à l'âme, voyage au pluriel. Voilà. Et toutes les, bien sûr, Stéphane met tous sur le site. Voilà, tu m'enverras par. Il faut aussi acheter le bouquin d'Éric Lange. Ok, ça marche. J'ai pas encore lu le dernier. Voilà. Je t'embrasse, Jean-Pierre. À la prochaine. Ciao, bonne route. Salut les amis. Et buvez le rhum d'Éric, n'hésitez pas. On est au rouge là. Salut. J'ai ouvert une porte là, mais c'est quand même le mec incroyable. Incroyable. Ah oui, il est capable de te faire l'émission en entier là. Il est hallucinant et quand j'ai fait plusieurs interviews avec lui. Le gars, quand même, il s'est barré autour du monde tout seul avec sa canne blanche, quoi. Voilà, à chaque fois, bref. Il a peut-être pas la vue, mais en tout cas, il a la langue bien pendue. Ah ouais. Ça, hein. Je reviens à toi, mon cher Fabien. Donc, une fois que tu as bien bossé, que tu t'es bien marré, aller dans toutes ces villes pour détecter, donc on a compris. Alors, toutes ces dénominations sont embêtantes parce que si je te dis les endroits à Chébran, il y a un petit côté naze. Enfin, il y a toujours une connotation un peu négative. On va dire quoi, des lieux. Les adresses à la pointe. Des adresses à la pointe. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que c'est forcément cher une adresse à la pointe ? Non, c'est justement bien au contraire. C'est souvent une adresse qui a un très bon rapport qualité-prix et où, contrairement à un resto étoilé, tu peux trouver peut-être de la bouffe bistronomique, on va dire, parce que ça va avec le langage du hipster. Mais non, c'est pas forcément cher. Et en fait, je t'avoue que maintenant, moi, je pense que j'aime bien aussi ces adresses à la pointe. Mais comme je te dis, j'aime bien aussi fouiner dans des choses qui sont plus locales, plus authentiques et plus réelles, quoi. Et je pense aussi que la culture hipster est en train aussi de repartir en arrière sur des vraies valeurs. Qu'est-ce que tu appelles la culture hipster ? La culture du mec qui est en fixie et qui a les bras tatoués et qui a des piercings et qui a un coffee shop, quoi. Et ça, pour toi, tu penses que ça le berlinois ou le montréalais, quoi. Et ça, tu l'as senti se copier un peu partout, c'est ça, dans toutes ces grandes cités occidentales, on va dire. Ouais, tu le vois absolument, enfin un peu partout, quoi. Je l'ai vu à Kyoto ou à. À Kyoto, il y a des barbus avec des chemises avec des chemises hawaïennes et des bras tatoués qui te servent des cocktails au mezcal artisanal. Et alors quoi, c'est marrant tout ça, c'est marrant, mais je pense qu'en fait, on commence à en avoir fait le tour. Et en fait, finalement, c'est un schéma qui s'est copié, comme tu disais, un peu de Berlin, d'Australie ou de capitales comme ça. Et la suite, alors ? La suite, je pense qu'on est en train de revenir sur des choses un peu plus locales. Donc voilà, donc moi je pense que les cultures, enfin si tu veux, comme on parlait de hipsterisation, je pense que... tu veux dire que cette influence mondiale qui a uniformisé un peu tout... Ça a complètement uniformisé. Bon, alors il y a eu cette période, oui c'est vrai. Le gars qui a des tatouages et qui va te servir ton café, le même partout, qui va se faire là, ouais c'est le même. Moi là où ça m'a frappé la première fois quand je me baladais beaucoup, c'était à un moment je me suis dit putain mais en fait il y a toujours la même avenue. Dans toutes les grandes cités du monde, il y a une avenue avec Zara, McDonald's, merde, j'ai oublié leur nom. Starbucks. Voilà, toutes ces marques-là sont là les unes derrière les autres. Et c'est les mêmes. Et alors, ce qui change, c'est les décors. Mais le problème, c'est que les décors, tu les vois plus puisqu'ils sont derrière les marques. Mais cette avenue, tu l'as partout. Et là, c'était le début d'une forme d'uniformisation. Et les hipsters, c'est un peu ça aussi. Mais alors, du coup, la bonne nouvelle, à ton avis ? C'est qu'on revient Non, je pense que les hipsters maintenant aiment aussi chercher des choses réelles, authentiques. Enfin, il y a un retour vers le local et vers la culture du pays. Moi, je me rends compte que maintenant, quand je vais aller à Rio, je vais trouver un coffee shop avec un tatoué et qui a son fixie qui est garé devant. Mais après, je vais me demander, dans la vieille ville de Rio, dans le vieux centre, où est-ce que je peux trouver le café fait depuis 1865 avec le Brigadeiro et puis avec le Brigadeiro, c'est un dessert typiquement brésilien, donc au chocolat qui est fait dans un café ancien. Est-ce qu'on ouvre la porte Rio ? Parce que je pense... Allez, Rio. Bah ouais, Rio. Rio, on fait une petite parenthèse sur ta vie, ton œuvre. Ouais, Rio, tous les deux, vous connaissez ? Oui. Tiens, Pauline. Oui. 2 secondes. Rio, pour toi, ça y avait quoi ? Alors, moi, je suis jamais allé à Rio. Mais c'est la fête, la plage, la misère, les bidonvilles, et en même temps l'exotisme et enfin, je sais pas. C'est tout ça en même temps. Ce qui m'a le plus frappé dans tout ça, c'est la misère, par contre. Les gens qui dorment sur les trottoirs, à même le trottoir, quoi.
Ça, t'avais jamais vu ailleurs? Non, t'avais pas été en Inde, hein. Non, alors je ne suis pas allée partout, mais je connais la misère de la région parisienne. J'ai travaillé longtemps au Resto du Cœur, mais dormir allongé sur le béton avec rien d'autre, torse nu en short, là, ça m'a... Ouais. Voilà. Est-ce que ça a effacé le reste pour toi, ou est-ce que Au tout départ, oui. Pendant le premier jour, oui, j'arrivais pas à voir le reste. J'ai pas réussi à apprécier. J'étais là en train de les regarder, en train de me dire c'est pas possible. Il est mort, il est drogué, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ils sont drogués beaucoup, mais j'arrivais pas à le dépasser. Et après, ça a été mieux parce que c'est pas partout. C'était peut-être là où j'étais en Airbnb, parce que moi, je fais quasiment que du Airbnb ou de l'habitant ou du couchsurfing. C'était dans quel quartier? Gloria. Gloria, ouais. Et juste en bas de là où on était, là vraiment, ça faisait limite peur. Mais le reste, c'est pas partout comme ça. Donc ça a été. Après, ça a été, j'ai pu apprécier. Après le premier choc, voilà. Et tu confirmes Alors bien, parce que toi, t'es allé nombreuses fois, t'as des copains là-bas, une tout dizaine ça. de fois à Rio. Ouais. Moi, ma première impression, c'était d'abord, je me suis mis à pleurer dans l'heure où je suis arrivé. Pourquoi? Parce que c'était magnifique et que c'était magique. J'avais jamais vécu ça. C'est la beauté du truc qui t'a. Déjà, la chaleur, l'exotisme. Je suis arrivé à Ipanema, donc c'était un petit peu plus glamour. Oui, donc, c'était en 2005, je crois. Et j'avais une mission pour laquelle je bossais à São Paulo. J'ai fait un crochet de 48 heures à Rio. Et je suis arrivé et ma vie a complètement changé, quoi. Enfin, pour moi, je suis allé sur la plage, je me suis mis à pleurer tellement c'était beau. J'ai vu ces gens qui étaient tous souriants. Alors, c'était un dimanche, je m'en rappelle. En fait, le dimanche, sur les plages de Copacabana et Ipanema, voilà, les artères de voitures derrière sont bloquées. Tout le monde fait du footing, du skateboard et tout ça. Et les gens sont sur la plage, que ce soit le multimilliardaire comme un habitant de la favela qui est derrière. Et tout le monde est souriant. Et vraiment, pour moi, c'était un choc de voir cette ville qui était entre l'urbain et la jungle. Et la jungle qui va sur la ville et qui, en même temps, est complètement déployée sur la mer. Est-ce que le côté misérable qui a choqué Pauline, tu l'as juste pas vu parce que toi, au contraire, la beauté a effacé la misère, ou tout simplement, c'était des années où il y en avait peut-être moins? Je sais pas. Après, non, c'est des années où il y en avait aussi, mais je pense que je suis peut-être arrivé un jour... en journée, tu vois, c'est un peu un jour de fête pour eux. Et je pense que les Brésiliens, même dans cette misère, ont un sens de la fête où ils se mélangent totalement. Donc en fait, il y a quelque chose aussi, je pense que c'est pas un cliché, ça, c'est vrai. Ils se mélangent totalement. Effectivement, sur la plage, ouais. À la plage, ouais. T'as pas vraiment de règles. Tu peux parler à ton voisin et tu sais pas si c'est un mania de la presse multimilliardaire ou si c'est un habitant de la favela de Rocinha ou quelque chose comme ça. Donc non, pour moi, il y a eu un choc déjà d'un bien-être. Enfin, bizarrement, dans cette misère, moi, je trouve que les gens ont... Je pense que quelqu'un de misérable va pouvoir profiter de la plage de la même manière que n'importe qui, même si après, il va braquer quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui ne change pas, ils n'ont pas privatisé la plage, en fait. Non, mais c'est vrai, d'un coup je réalise, ils auraient très bien pu privatiser les plages comme c'est le cas. En France, il y a énormément d'endroits où tu peux plus aller à la plage. Mais alors tu sais qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que sur les plages, par exemple d'Ipanema, c'est que tu as des petites. Alors quand je sais plus, j'ai oublié le nom, mais c'est. Bon, il y a des. Si tu veux, tu as des sections de plage avec des petites cabines où on te loue des chaises. Et toutes ces cabines sont justement données à des gens qui vivent dans les favelas. Qui vivent par communauté, qui font un business en louant les chaises et en te vendant des coca, voilà. Il y a parfois même de la nourriture, mais c'est plutôt genre du snack, tu vois, et des boissons. Alors je reste un peu sur Rio, c'est bien tous les deux. Pauline, toi t'as pas vu ça? Si, la beauté de la plage et tout ça, tu l'as vu quand même. Oui, mais t'es à la Rio, t'es pas allé à la plage. Au mois de juin, c'est-à-dire l'hiver. Allongez-vous, racontez-moi ce qui s'est passé sur une plage quand vous étiez petite. Alors moi, j'étais plus habituée des Caraïbes et donc le mois de juin à Rio, il fait froid. Enfin, moi, j'avais froid. Je ne pouvais pas me baigner. Si l'eau n'est pas à 25, de toute façon, je ne me baigne pas. Et la plage de Copacabana était déserte. Mais vraiment, il n'y avait ni les favelas, ni les riches. Il n'y avait personne. Donc, personne allongé, personne à faire bronzette. Il n'y avait pas de soleil. Donc, c'est différent comme expérience. Et je ne suis pas allée dans les quartiers les plus chics. Tu as fait un livre sur Rio? Oui. Alors, sur le Brésil. Du coup, quand tu fais, c'est les aventures de Pauline au Brésil ou à Rio ou n'importe. Est-ce que ce que tu racontes dans tes livres dépend réellement de ce qui s'est passé quand tu es arrivé?
Par exemple, là, si tu étais arrivé à Rio où il n'y avait rien, bah, est-ce que tu dis dans ton livre, il n'y a rien parce que je suis en juin et basta? Ou est-ce que tu dis, bon, c'est quand même la plage où tout le monde se retrouve, gna gna, tout ça? Est-ce que tu vas au bout du bout du... Alors, je fais toujours très attention à dire, c'était comme ça le jour où moi j'y suis allée. Voilà. Le jour où j'y suis allée, il n'y avait personne expliqué en partie par le fait que c'était l'hiver, mais j'ai pas passé assez de temps pour définir complètement l'ambiance de la plage Copacabana. Et ça, je le précise à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose à un endroit ou qu'il ne m'arrive rien, je remets dans le contexte de donc mon voilà, donc expérience. c'est pas un guide comme les autres, Ah non, c'est un carnet de route qui raconte, à ce moment-là, à cette heure-là, vous verrez ça. Maintenant, il paraît qu'il y a d'autres trucs. Vous verrez mais... ça ou pas d'ailleurs. Ou pas, oui. Moi, Oui, j'ai ou vu pas. ça. Ouais, voilà, ouais. Et donc c'est quoi? C'est un carnet de c'est route, personnel, c'est un guide subjectif, de voyage complètement. subjectif. Voilà, c'est ça. Complètement. J'aime bien ça. C'est bien. avec aussi mes adresses, parce que je vais quand même dans des endroits aussi que je trouve par hasard en général. Du coup, je peux les conseiller ou les déconseiller. Mais le but du livre n'est pas d'être un guide ou de remplacer un guide, c'est en complément d'un livre, d'un guide, je pense. Qu'on peut... Moi-même, j'achète des guides pour voyager, pour les avoir quand même. Et mon livre parle plus de ce qui a pu être, par exemple, raté complètement, d'aller à un endroit avec une idéalisation. Alors, aller voir un Christ, exemple. monter en haut, moi, évidemment. J'en ai plein des trucs foireux. Je peux vous en raconter Voilà, des moi cadeaux. aussi. Vas-y, as-tu un truc foireux? Alors, à Rio, foireux, non. Non, pas la catastrophe. Alors, ce qui a été une journée, par contre, très, très angoissante, mais qui m'a fait rire après, ça fait souvent rire après, c'est notre hôte Airbnb. On a eu beaucoup de chance qu'il se soit rendu disponible pour nous, donc il nous a emmenés voir le quartier de Lapa, qui est très connu, très touristique. Mais lui, étant un carioca plutôt riche et blond aux yeux bleus, il avait peur, pour lui. Il avait une très belle voiture, une très belle montre, un très beau portable et il était en panique totale. Et donc, il nous a communiqué ce stress. Nous, on n'était pas stressés à la base. On avait entendu qu'il pouvait arriver qu'on se fasse agresser à Rio, comme dans d'autres endroits. Mais à ce moment-là de Lapa, il avait les vitres fermées, il n'osait pas ralentir, il avait peur, il nous a fait peur. Moi, il m'a fait très peur. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé de me laisser, de nous larguer là, de partir, de nous laisser, tant pis. Je lui ai dit, au pire, on va se faire agresser, c'est pas grave, mais là, moi, j'ai besoin d'avoir mon expérience. Laisse-moi sortir de ta voiture avec ta clim. Je veux avoir chaud, je veux me faire agresser. Non, mais... je veux vivre le truc, j'ai besoin d'aller voir, parce que là, j'étais enfermée dans sa voiture noire, complètement flippante, et il a accepté de nous déposer, mais la mort dans l'âme. Il a enlevé sa montre pour sortir de la voiture. Lui, je pense qu'il jouait pas la comédie. Il a peut-être eu des soucis. Non, mais cela dit, ça doit être vrai aussi, quoi. C'est des quartiers, il y a des coins, tu vas pas avec ta Rolex et ta Mercos. Non, c'est sûr. À Paris non plus, je te déconseille. Voilà. Donc nous, alors sur son stress, on a fait très attention à nous aussi. On a aussi enlevé. Alors bon, moi j'avais une montre en plastique, j'avais aucun bijou, j'avais pas de portable et j'avais un sac. C'est ce que je mets dans le livre le moment où tu as vu. Le sac en plastique. Un sac plastique pour mettre mes affaires. Voilà. Fabien, donc, un plan foireux quelque part dans le monde. Un plan foireux quelque part dans le monde, quand tu arrives, tu sais, dans un cliché, quelque chose que tu as vu. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé la tour de piste, mais en fait, tu vois pas ce qui se passe autour, tu vois. Donc quand tu arrives, c'est blindé de monde, tu as tout le monde qui les coins comme ça où il y a plus de vrais gens. En faisant la pause comme s'ils soutenaient la tour. Un plan foireux. Moi, j'ai un truc comme ça une fois, je m'étais dit, je sais plus, j'en ai deux en tête, je sais pas lequel raconter. Je racontais des histoires à la radio tous les jours, donc il fallait que je trouve une histoire par jour en bougeant, donc tu bouges tout le temps. Ça a duré 4 ans le truc, donc tu bouges. Et un jour, je traversais les États-Unis en voiture et j'avais plus d'idées, je sais plus quoi leur raconter. J'étais au fin fond du Nouveau-Mexique, là, Alors du coup, tu épluches les guides touristiques locaux pour trouver un truc, et je vois, il y a un bled qui se gargarise d'avoir la plus belle cascade du Nouveau-Mexique, je sais plus quoi, un endroit paradisiaque très beau et tout. Je me dis bon, il y aura toujours une histoire à faire, il y a un objectif, j'y vais quoi. Putain, j'arrive là-dedans, il y avait rien, enfin il y avait absolument rien, il y avait un motel et alors de l'autre côté de l'autoroute, ils avaient fait une petite colline, une fausse colline en béton, tu vois, avec ils avaient replanté de l'herbe dessus et il y avait une espèce de petit truc qui pissait en haut et il y avait un grand panneau, voici la cascade machin quoi. C'était irréel, tellement. Enfin, tu dis c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Le plan foireux total. Mais ce qui est bien dans des métiers comme le tien, Pauline, et dans ce que je faisais à ce moment-là, et toi aussi, Fabien, c'est que finalement, une galère ou un plan foireux devient une histoire. C'est un truc à raconter. Tu te dis, tu sais, quand tu perds tes papiers ici à Paris, galère. Préfecture, tout ça. Tu perds tes papiers en Inde, comme ça m'est arrivé, et ça devient une aventure, quoi. Parce que tu affrontes l'administration indienne, et alors là, c'est un roman. Si tu le vois avec les yeux du mec qui cherche une histoire,
C'est de la bombe, t'as 10 histoires quoi, quand tu te retrouves dans les grands bureaux de l'administration indienne, tu sais les trucs où t'as, je sais pas, des salles où t'as 150 bonshommes, tous les mêmes, avec des petits... Orwell 84 quoi, tu vois le truc, bam, 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 avec les ventilos au-dessus et tout, là, tu dois trouver le mec numéro 18B54, en fait t'arrives des trucs hallucinants. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui est bien, c'est que les galères en voyage sont des histoires et non plus des galères. Tu les racontes toujours avec le sourire et non pas comme tu ne les raconterais pas s'ils t'arrivaient chez toi en fait. Tu les raconterais pas du tout. Et parfois aussi, t'as plus de choses à raconter si t'en arrives des galères. Si t'as pas de galère, tu sais pas trop quoi dire. Mais oui, tu dis rien, c'était bien. Bah ouais, c'était bien. Bien. Pas une petite chiasse, rien. Rien. Nickel. Chiant total quoi. Mathilde, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va Mathilde, bienvenue. Je te présente Fabien, Pauline. Ça va, et toi Salut Mathilde. Stéphane est là enchanté, aussi. bonsoir. Il y a Gabi dans le canapé avec les enfants. Je sais pas ce qu'ils font. Vous mettez un petit. Ah, voilà, ah oui, Gabi arrive du Cameroun. Tiens, bah t'aurais pu venir nous raconter. Semaine prochaine. Semaine prochaine, on fait Cameroun ou tout à l'heure. Oui, Gabi revient du Cameroun, où sa sœur habite pour 2 ans. Et à Douala, voilà. Moi, je veux savoir. Et c'est un truc, c'est roots. Hein. En tout cas, eux, ils sont très très roots. Mathilde, donc, que nous vaut le bonheur? On se connaît, Mathilde? Eh bah oui, on s'est téléphoné il y a bientôt 3 ans. J'étais à Tokyo. Enfin, j'habitais déjà à La Réunion et j'étais en vacances à Tokyo et on avait un peu échangé sur ces voyages-là. Ouais. Et là, je suis toujours à La Réunion et j'envisage un nouveau voyage toute seule. Bon, entre-temps, je suis partie 1 mois au Vietnam, là, mars-avril 2019. C'était une aventure géniale aussi. Et là, je quitte mon taf fin janvier et je me suis mise au vélo récemment et je me suis mise vraiment, et à tel point que j'ai vraiment pris goût. Et j'envisage au départ, j'avais la folie des grandeurs, je m'étais dit je vais faire le tour d'Europe à vélo en 3 mois. En fait, j'ai commencé à compter le nombre de kilomètres et le dénivelé que ça représente. Et je pense qu'en 3 mois, si je fais déjà Espagne et Portugal, ça sera énorme. Donc voilà, l'idée c'est de partir début avril et puis revenir fin juin et reprendre le boulot. Et tu ferais 3 mois de vélo en Europe sans vraiment d'itinéraire ou... Bah si, je vais faire par le littoral. En fait, l'idée c'est que je vais déjà aller voir ma famille qui est en France. Et puis partir de là, je pensais prendre un train avec mon vélo pour arriver à Bayonne. Et puis commencer par la côte nord espagnole et remonter redescendre par la côte Portugal, Gibraltar, remonter par Barcelone et rentrer quoi. À vélo, donc. Bah ouais, à vélo avec une tente, avec des hébergements qui sont pas encore trouvés bien sûr. Et puis tout ce qui peut être imprévu sur mon chemin sera le bienvenu. Le kiff du vélo, quoi. Moi, je connais. C'est là qu'on rencontre du monde. Comment ? Je connais pas du tout le kiff du vélo. J'ai jamais fait de vélo, mais j'ai eu pas mal d'auditeurs dans l'émission depuis toutes ces années qui ont fait ça et tous te parlent. C'est comme ceux qui marchent. C'est pareil, tiens, comme Stéphane avec son âne. Là. C'est comme ceux qui marchent. C'est le bienfait de la lenteur, en fait, de une espèce d'état contemplatif quasiment quand tu es tout seul sur ta petite route là à marcher ou à vélo. Il se passe quelque chose. Semble-t-il. C'est ça que tu recherches? Ouais, c'est ça. Tu vas plus vite qu'à pied, donc tu fais quand même plus de kilomètres. Et en même temps, tu vas beaucoup plus lentement qu'en voiture. Tu es carrément dans le paysage. Et puis, le rapport même aux gens est différent. Les gens, ils te saluent beaucoup plus volontiers. Je sais pas, il y a quelque chose de sympathique chez quelqu'un qui se balade à vélo, apparemment. Il y a un truc physique. Tu vois, c'est-à-dire que le voyageur à vélo ou à pied est là. C'est plus accessible. Ouais, il est non mais tu vois tout à coup au moment T je réfléchis à ça tout à coup là. Au moment T il est avec la personne qui est là dans le paysage, il est là, tandis que nous, quand je dis nous, moi j'ai jamais fait ça, donc les bus, les trains, les voitures, les avions et tutti quanti, les motos, tout ça, tu n'es jamais vraiment là, tu passes et à un moment tu t'arrêtes et quand tu t'arrêtes t'es là, tandis que là même quand tu passes t'es là. C'est vachement beau ce que je viens de dire, les gars. Vous la notez parce que On pourrait le mettre sur un t-shirt. Sur les t-shirts, ouais. Quand t'es à pied ou à vélo, t'es là. Et non, mais je rigole, mais il y a un peu de ça, non, Mathilde? Bah oui, comme tu dis, c'est effectivement l'éloge de la lenteur. Les gens, ils ont le temps de te regarder, de voir un peu l'attitude que t'as. T'as le temps d'échanger un signe de la main, un sourire, éventuellement t'arrêter et puis papoter un peu si les gens sont ouverts ou au contraire passer ton chemin. Je sais pas, c'est le contraire de l'agressivité, je sais pas comment dire. Tout ce qui va trop vite, on a tendance à se méfier, je sais pas. En tous les cas, moi après La Réunion, c'est quand même un pays bisounours aussi, et je me suis mise au vélo ici, donc j'ai forcément eu que des bonnes expériences là. J'ai fait le tour de l'île à vélo déjà en 2-3 jours,
Et je me suis déjà un peu, enfin j'ai déjà observé ce genre de choses ici et je me dis Pourquoi j'avais pas fait le tour d'Europe à vélo. pourquoi un pays bisounours, la Réunion? Parce que enfin depuis que je suis ici depuis 4 ans, j'ai toujours fait l'expérience que les gens sont accueillants, bienveillants, souriants. J'avais déjà tendance à être confiante et ici, tu te méfies jamais de personne, quoi. Tu vas faire Donc gaffe, c'est un peu dangereux quand tu retournes dans un vrai pays. Faut faire gaffe. Non, c'est marrant ce que tu dis sur la Réunion, parce que tout le monde me le dit ça. Me dit ça, ouais, c'est cool en fait. C'est vraiment super chouette en tout cas. C'est pour ça que je m'y suis installée aussi longtemps. J'avais jamais vécu aussi longtemps dans un endroit et ouais, c'est vraiment plaisant. Attends, il y a Stéphane qui voulait intervenir parce que alors lui, dans le genre contemplatif, il a marché avec un âne pendant 2 ans. Donc t'imagines, il était dans le décor. Mais à un moment, il lui disait, les gens, pourriez sortir du décor avec votre âne là, parce que le cliché. Ça suffit maintenant. Non. Tu m'as fait presque oublier ce que j'avais envie de dire. Ouais, merci. C'est ma spécialité. Non, on parlait du contemplatif, du tu vas lentement, en fait, tout non, ça. juste que on était sur le festival, sur un festival de voyage à vélo ce week-end, et c'est vrai qu'il y a une grosse communauté. C'était par rapport à ça que je voulais il y a de plus en plus, ouais, de plus en plus. Il y a énormément, ouais, sur plein de domaines et plein de destinations. Il y a des applis, il y a des sites, il y a des organisations maintenant qui accueillent les gens qui sont à vélo, il y a un tas de trucs. Hein. Plus qu'en âne. D'ailleurs, je pense que quand mon âne sera en retraite... On se demande pourquoi. mais... Putain, mais c'est marrant, il y a plus de mecs à vélo qu'en âne. Il y a une niche, je pense que... Ah ouais, une niche, ça vous êtes 3. Non, ça dépend ce que tu vas faire avec l'âne. Voilà, celle-là, je n'osais pas la faire, mais je l'aime bien, je la valide. Je la mettrai pas sur un t-shirt. 2 ans avec son âne, je sais pas, j'ai jamais été jusque-là dans les questions. Des rapports entre Stéphane et son âne. Non, mais on pourra en reparler pendant des heures, mais le sujet n'est pas là. Non. Bon, donc il y a une forte communauté de vélocipédistes cyclistes dans le monde. Bon, ma chère Mathilde. Mais attends, Mathilde, je t'ai pas demandé, parce qu'on se connaît, mais j'ai oublié depuis le temps, excuse-moi. Hein. T'as un métier, t'as quelque chose qui te permet comme ça de partir 3 mois avec ton vélo sans trop te soucier de ce qui se passe? Alors, je suis véto et j'ai décidé de quitter mon travail là, donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Et en fait, c'est un métier où tu as la chance de pouvoir faire des petits remplats à droite à gauche. En tous les cas, en Europe, ça peut être possible. Donc, pour l'instant, c'est quand même pas prévu que j'y aille pour travailler, mais si vraiment je me retrouve un peu dans la mouise, je pourrais toujours bosser un peu. Vétérinaire. Faire un peu de sous et repartir. Ça me fait penser aux infirmières qu'on a souvent dans Allô la planète, des jeunes femmes qui sont infirmières et qui se disent, de toute façon, où que je sois, je trouve du boulot, quoi. C'est exactement. Peut-être même encore plus partout dans le monde. Mais j'ai des copines infirmières, notamment une à qui je pense là, qui est en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Infirmière, boulanger, ils trouvent du taf facilement. Véto, donc on le savait pas, véto. Attends, cuistot, ça marche bien. Sur un apérodomate, on a eu un boulanger qui a fait du pain en Antarctique. Putain, c'est du mal à sortir, mais c'était bien. C'est le vin, pardon. Du pain en Antarctique. Mais comment il n'y a pas de... Si les scientifiques sont là, ils faisaient du pain et des croissants pour les scientifiques. Mais ils peuvent pas faire pousser du blé. Non, mais tout a été importé. Et ils faisaient le pain. D'accord, ok. Voilà. Merci Stéphane. C'est pour la petite histoire. Il l'a acheté chez Picard Surgelé. Vétérinaire. Non, mais surgélation là. On n'a pas le droit de parler de marque dans l'émission, c'est ça? Si, on dit ce qu'on veut. Je vais placer un peu je vais faire un peu de placement produit. Vas-y, fais du placement produit. Mais surtout, tu n'oublies pas de leur donner le RIB de la Fondation Éric Lange. Très très important. Vous pouvez mettre les montants que vous voulez, mais plus c'est haut, plus c'est bien. Et j'en reverse une petite partie à Allô la planète. Une toute petite parce qu'il ne faut pas déconner. Bon, je rigole. Si seulement on en avait. Bon, Mathilde, merci d'être passée. On te rappelle en avril, alors quand tu es sur... tu penses à nous? Ouais, carrément. Même punition avec notre ami aveugle. Tu t'enregistres n'importe quoi. Enfin, si t'as envie, si t'as le temps. Hein. Mais si t'y penses, de temps en temps, tu t'enregistres tes impressions, des sons, des gens que tu rencontres, des musiques, n'importe quoi. Juste toi, toute seule sur ton vélo. À un moment, tu dis, tiens, je vais raconter un truc pour Allô la planète. Ah bah voilà, je suis à Verléo, je fais ci, je fais ça, je pense ça. Et après, comme ça, tu donnes tout à Stéphane et il le balance sur le site. Eh ben super. C'est cool, on fait ça. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Merci Mathilde, à bientôt, bonne route. Merci à vous, à bientôt, bye bye, merci. Quelle heure il est? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. On a parlé de plein de choses. T'as encore un bon quart d'heure. Ah bah voilà, on va recentrer maintenant les débats.
Du coup, on n'écoute jamais de musique dans ton émission ? Ah non, jamais. On trace comme ça 60 minutes. Ah ouais, nous on est comme ça. Le temps passe hyper vite. Hein. Fabien, donc, on a parlé de Rio, on a un peu parlé de vos vies tous les deux. On va garder un peu de temps pour dire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, mon cher Fabien, toi, suite à toutes ces expériences de voyage à la recherche des lieux à la pointe, on va dire, puisque c'est l'expression consacrée, enfin que tu consacres, c'est ça ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va regarde, t'as vu le regard, merde, qu'est-ce qu'il va me sortir ? Il a encore une idée à la con, il a fait ma pète avant l'émission, on est mal. Ouais. Exactement. Non, mais d'ailleurs, forcément, hipster, bobo, tous ces machins-là, c'est des modes. On est d'accord ? Donc c'est des moments, des tendances qui à un moment vont disparaître. Qui vont se démoder. Quid après ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui vient derrière, à ton avis ? Tu me disais plus local ? Ouais, ringard, local. Ringard ? Ouais, je sais pas, ou pas ringard, mais revenir à... Bah, tu sais, un peu comme tous ces urbains qui retournent vers la campagne, quoi, ou qui déménagent en bordure de Paris, ou ce genre de choses. Et je sais pas, je suis pas devin, mais c'est vrai que je pense qu'on a un petit ras-le-bol de la ville et de tout ce qui se passe, et on a tous envie de cultiver notre potager. Non, mais ça, c'est dans ton milieu à toi, parce qu'on sait très bien que 50%, je sais pas, je crois que c'est 60% de la population mondiale vivra dans des villes en 2030. Ouais, enfin bon, on le sait que ça va être des mégapoles. Moi, je veux bien, il y aura peut-être voilà, ça va être des trucs énormes à la Shanghai. C'est là-dedans qu'on va vivre. Donc, le tourisme urbain a des beaux jours devant lui, c'est mon avis. Je pense que le tourisme urbain a des beaux jours devant lui, mais tout le monde cherche à avoir l'escapade ou quelque chose à faire à 1 heure ou 2 heures de la vie. Moi, je me rends compte qu'en fait, beaucoup de mes amis et beaucoup des gens, de gens autour de moi me demandent pas forcément des adresses à Paris, mais me disent « Ah putain, je dois partir en week-end là, dans 2 semaines. À 2 heures de Paris, vas-y, trouve-moi un truc, dis-moi un truc génial que tu as fait, que tu as vécu. » Tu veux dire à Budapest ou à Barcelone ou des trucs comme ça ? Parfois en France aussi. Orléans. Beaucoup la province, beaucoup la province, ou aussi Budapest, Édimbourg ou Madrid, tu vois, c'est des villes aussi qui sont porteuses. Mais bizarrement, je trouve qu'on a un retour à quelque chose de plus français, enfin pas plus français. En tout cas, les gens autour de moi qui sont des Parisiens bobos me demandent souvent où aller. Je pense qu'il y a eu le low cost qui a été dans les années 2000 le grand vecteur pour pouvoir partir en voyage en Europe à 2 heures de Paris pour pas grand chose dans des capitales comme Bratislava. Belgrade, Budapest ou Varsovie, où tu vas payer ta pinte à 50 centimes. Mais aujourd'hui, les gens ont aussi envie de pouvoir partir. Alors peut-être aussi, c'est parce que tu vois, j'ai un peu plus de 40 ans, donc les gens veulent partir avec leurs gamins, donc peut-être en bagnole à 2 heures de Paris, et puis pouvoir partir le samedi matin et rentrer le dimanche soir. Mais j'ai l'impression qu'on a envie de retourner vers je sais pas, des fermes, tu vois, même... Des gens qui ont recréé un univers avec des animaux, avec des potagers, avec ce genre de choses. Et alors là, transformation maintenant, tu sors un nouveau magazine. Le numéro 1, ce sera le 31 janvier. Alors pour ceux qui écoutent ce podcast en 2029, voilà, on s'en fout. Mais si vous êtes à peu près entre... Ils auront le numéro 72. Ils sont là maintenant, en janvier, quoi. Bon, bref, à partir de fin janvier 2020, vous le trouvez où d'ailleurs dans tous les kiosques. Surtout dans librairie, Paris, librairie aussi. On a un distributeur qui nous le fait aussi dans les villes de province. Donc le magazine qui s'appelle Voyage. Dans l'esprit de ce dont nous a parlé Fabien là depuis 1 heure, donc des lieux, je ne sais plus comment dire, pointus, beaux, qui font rêver, etc. Ouais, un magazine qui est très beau, c'est un bel objet, quoi. C'est ce qu'on appelle en français un coffee table book. Exactement. C'est le truc qui se pose sur la table et qui se lit et se relit et se feuillette longtemps, avec de très belles photos, des beaux textes. Voilà, en fait, et cette idée aussi de quoi ? De lifestyle, oui, c'est ça, c'est une espèce de... Alors, en fait, notre idée, c'était aussi d'avoir des spécialistes qui travaillent pour nous. Donc, tu vois, qui sont... Alors, aujourd'hui, un spécialiste a souvent un compte Instagram florissant. Donc, j'ai travaillé, par exemple, le numéro que tu as devant toi, qui est le numéro 0, qui est un prototype. La couverture a été faite par quelqu'un qui a plusieurs coffee shops à Paris et qui fait très attention à sourcer son café et faire des cafés excellents. Et qui fait aussi des très belles photos. Donc je suis parti à Oslo avec lui et donc c'est lui qui a fait la couverture. Tu veux dire que tu prends des gens... Alors, est-ce qu'on les appelle des photographes ? Est-ce qu'on les appelle des Instagrammeurs ? En fait, moi je les appelle des spécialistes. Donc là, en l'occurrence, je suis allé à Oslo et Eli, qui est un professionnel du café et de la photo, on va dire, était ravi parce qu'en fait, un des plus grands baristas et un des plus grands champions du monde de café se trouve à Oslo et à un petit coffee shop là-bas.
Et on l'a interviewé, rencontré, on a vu ses équipes, donc c'était une opportunité incroyable. L'idée du magazine, c'est le bel objet qui coûte 9 € des brouettes. 9,90 €. 9,90 €. Donc on est aussi dans cette catégorie, un peu comme le magazine 21, comme le magazine America aussi. Comment on appelle ça? C'est des MOOC, non. Des MOOC. Des MOOC, voilà. Des Il y a MOOC, un des peu ce côté-là. Coffee Table, j'aime bien quand tu dis ça, Coffee Table. Pour moi, c'est ça. C'est le truc. Et j'adore ces trucs-là parce que tu l'as. Parce qu'un livre. C'est ça. C'est entre le livre et le magazine. Ça se pose. Entre le guide et le magazine. Ouais. Et le bouquin, il y a un côté livre parce que tu payes cher. Donc il faut qu'il y ait de la cam, quoi. Il faut qu'il y ait du bon texte. Il faut qu'il y ait des belles photos. Il faut que ça se vive longtemps. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et le numéro 1 donc sort là et c'est sur le Mexique. C'est sur le Mexique. Donc on est parti, mon associé et moi, Evan, à Mexico City. On s'est retrouvés là-bas. On a créé 2 équipes. Donc une équipe avec une photographe qui est, on appelle aussi Instagrammeuse, mais bon parce qu'elle a un très joli compte sur Instagram, mais elle est photographe et à la base elle est architecte et elle a une boutique de céramique. Donc on a décidé que Evan et Estelle partiraient faire un road trip de Mexico pour aller chercher les endroits les plus pointus en architecture, en design, en décoration et en céramique. Tiens, alors ce sujet-là résume exactement l'esprit de ce magazine qu'on essaie de définir depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait un voyage au Mexique sur le design et l'architecture. Voilà, en étant eux-mêmes designers et architectes. Exactement, voilà. C'est ça. Voilà. Sauf que moi... moi, tu peux me faire un truc à Paris des branleurs par quelqu'un qui a un super branleur. Tu sais quoi, on veut peut-être faire un spécial 8e et 16e arrondissement pour le Paris des qu'est-ce qu'ils foutent là qu'est-ce qu'ils foutent là Non, alors je te dis, donc là je te parle d'une des équipes et moi j'ai fait partie de l'équipe numéro 2. Je suis parti avec un couple de photographes de nourriture et qui shootent des restos étoilés et aussi des burgers branchés à Pigalle. Et avec eux, on est parti à la recherche des ingrédients. Donc, on a fait beaucoup les marchés, on a fait beaucoup de street food, on a fait des restos étoilés. On s'est fait inviter par des chefs hyper connus au Mexique. Et on est parti à la recherche d'une recette ancestrale et aussi, donc, dans le couple, il y en a un qui est plus food et l'autre qui est plus mixologie, donc alcool. Donc, évidemment, moi, je suis parti dans l'équipe alcool. Et en fait, à un moment, on a fait on est allé visiter des paysans qui produisent du mezcal. Donc on a fait. L'alcool qui rend fou. T'en as vu, tu t'es saoulé la gueule au mezcal. Je me suis saulé la gueule. Mais c'est terrible. T'as vu cette sensation bizarre? Écoute, c'est un peu. Sans déconner, t'as déjà fait le mezcal? Non, je connais pas. Une biture au mezcal, c'est très bizarre parce que t'as presque l'impression d'avoir pris une drogue dure plus que de l'alcool. T'as pas eu ça? Ouais. Écoute, juste le lendemain matin, j'étais pas très en forme. Je te l'avoue. Et donc en fait, on est parti dans les plantations d'agave aux alentours de Oaxaca. Donc on a passé une journée entière à rencontrer des petits papis qui récoltent les agaves qui sont en fait des cactus. Des cactus, oui, et donc et on a vu tout le processus de la distillation du mezcal et en fait à la fin évidemment on a fini en dégustation et on a aussi fait donc tous les plus grands chefs et toute la nourriture et à la fin on a même réalisé une recette qui sera dans le numéro 1 du magazine. Voyage, je te coupe parce que là le temps file. Ouais. Vas-y, redis-moi un truc. Ah si, alors si, parce qu'en fait, à un moment je lui ai demandé mais comment vous avez trouvé les sous pour faire un truc pareil? Ça coûte plein de pognon, c'est très beau, c'est très classe, papier glacé, belle photo, photographe, tout ça. Et en fait, c'est des marques, il y a des actions, pas des actionnaires, c'est vraiment ce que je dis, c'est des... Ça fait des années en fait avec Evan qu'on travaille dans le milieu du journalisme voyage et donc on connaît déjà pas mal de marques et de gens avec qui on a. Il y a du sponsor quoi, voilà. Ouais, enfin on a une très belle marque de parfum, de joaillerie. Qui commence par chat et qui se termine par Nel, mais on dit pas qui c'est. Ouais, voilà. qui croit au projet et qui adore. Qui adore le magazine. Il nous faut une marque, Stéphane. Il nous faut un truc. T'as pas une marque classe qui voudrait. T'as vu, c'est classe quand même. On boit du vin, on mange des cacahuètes. On mange du saucisson. Donc voilà, donc il y a. Si Cochonou veut nous Non mais c'est bien. Du coup, non mais c'est très bien. Non mais je souligne ça parce que moi je trouve ça très bien que les marques, on les connaît, elles ont beaucoup de sous tout ça, mais au moins quand elles s'en mettent dans des projets comme ça, tout le monde est content et tout le monde peut poursuivre. Voilà. Oui, et ça souvent, c'est bien. Souvent les marques de cosmétiques ou de parfums ou de prêt-à-porter luxe françaises aiment bien l'univers du voyage. Elles ont souvent un lien avec ça. Et c'est des gens qui sont plutôt assez fidèles et qui sont assez dévoués et qui comprennent et qui veulent aider des projets qui kiffent, quoi, en fait. Pauline, elle n'a pas de marque. Donc, c'est de l'auto-édition, Les Aventures de Pauline, sur Amazon. Et comment on fait sinon pour trouver tes livres? C'est que Amazon, en fait. Alors,
sur Amazon, on peut se le commander à soi-même et le recevoir chez soi via Amazon. Et sinon, moi, je fais des événements, des salons, du livre ou du voyage, ou des deux en même temps, idéalement, où je peux rencontrer les gens et mettre une petite dédicace dans le livre. C'est quand même mieux. Mais ouais. J'ai sous les yeux Pauline en Corée du Nord. Alors là... Le dernier, c'est quand même... Attends, avant il y avait Cuba, mais maintenant Cuba c'est ouvert. Est-ce qu'il y a un autre pays fermé comme ça dans le monde ? La Syrie, c'est pas Ceux génial qui en sont ce en moment. guerre, c'est Non, mais pas- oui, mais du fait d'événements, de guerre ou de révolution. Mais un pays fermé où on ne peut plus aller. Moi qui suis très vieux, j'ai connu une période de l'humanité où la moitié de la planète était fermée. Voilà, on ne pouvait pas aller en Oui. Europe de l'Est, on ne pouvait pas aller en Russie, on ne C'est pouvait vrai. pas aller en Chine, on ne pouvait pas aller au Vietnam, Laos, Cambodge. Tout ça t'enlevait, c'était impossible. Tout ça c'est ouvert, plus ou moins bien. On peut dire ce qu'on veut, mais ça c'est ouvert. Et je cherche, à part la Corée du Nord, Je crois quelle est... que l'Érythrée, c'est compliqué. Allez, oui, t'as raison, Je crois que c'est l'Érythrée. compliqué de voyageurs que j'ai rencontrés aussi qui ont eu du mal à avoir les visas et qui ont pu y passer que 3 jours, comme la Corée du Nord. Quoi. Et comment on fait alors ? C'est forcément une agence gouvernementale. Oui. Évidemment. Mais en plus de ça, nous, Français ou même nous, étrangers à la Corée du Nord, on ne peut pas directement contacter une agence nord-coréenne. Donc, il faut en plus un autre intermédiaire. Moi, j'ai choisi une agence chinoise, mais il y en a d'autres. Il y a des australiennes, des américaines. À Aussi Paris, bizarre que ça puisse de paraître. France, t'as fait ça De ou France. Il y a des Ouais. agences françaises aussi, mais moi, je voulais éviter quand même le nombre d'intermédiaires. Donc, j'ai pris une chinoise directement qui parlait anglais et je parle anglais. Donc, ça, c'était... Et alors, facile. il te book un voyage de A à Z. Alors, ils proposent plein de choses, ils ont plein de séjours. Moi, j'ai choisi le séjour Nouvel An parce que qui n'a pas envie d'aller passer le Nouvel An en Corée du Nord Ouais, bien sûr, Franchement, ça- Non, mais c'est saut tendance. Là, sur la branchitude, t'es battu, mec. Ah hein. ouais, là, elle a vraiment battu. Ouais. Le 31 décembre en Corée du Nord, c'est Voilà. hyper. Alors, il y avait ça, il y a aussi le marathon. On peut y aller si on a envie de courir. Pourquoi pas courir à Pyongyang Voilà. Et Il y a différents créneaux. Ils sont très tournés vers le tourisme, contrairement à ce qu'on peut penser. Vraiment, ils ont tout un tas de séjours complètement farfelus comme ça. Au Mais choix. on est d'accord, c'est très particulier. Tu es entre Alors- les mains d'un. Moi, tiens, je vais Oui. dire un truc très librement. Quand la première fois que je suis allé au Vietnam, c'était. Bah alors, qu'est-ce que t'as, Stéphane ? Reviens avec nous. La première fois que je suis allé au Vietnam, c'était au tout début de l'ouverture. J'avais genre, non, en plus c'est pas des conneries. Je devais avoir le visa 003 ou 004. Quoi. C'était vraiment les premiers. Et pour sortir de Hanoï, t'étais obligé d'avoir un guide officiel, du Parti communiste vietnamien. Et donc t'as un gars qui vient te chercher dans sa voiture et t'es obligé de rester avec ce bonhomme, sinon t'es expulsé et lui il va en tôle. Voilà, donc, Oui. et c'est un peu ça en Corée du Nord. Alors, on a un T'es guide, obligé de passer oui. par un canal totalement officiel de A à Z. Totalement. Sachant que la chance qu'on a eue, nous, alors j'y suis allée avec une amie, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une amie qui a bien voulu venir avec moi, je ne comprends pas. Réveillons à Pyongyang. Elle a accepté et on s'est retrouvés greffés à un groupe de 30 Chinois. Donc on était 32. C'est une histoire ça. Elle et moi, françaises, et 30 Chinois. Et ça, en fait, ça a été le superbe avantage sur place parce qu'on avait 2 guides, une sinophone et une anglophone, l'anglophone étant pour nous. Elle ne pouvait pas gérer 32 personnes, clairement. Donc, il y a eu plein de moments où on a pu, même si, comme tu décris, on était censé suivre un guide pour tout, mais quand on est dans une ville et qu'elles nous disent « bon, là, vous mangez et on se retrouve à telle heure au quart », et ben, tout le monde mangeait en 5 minutes et après, on allait faire ce qu'on voulait et on l'a retrouvé au quart. Et ça, avoir un espèce de quartier libre comme en colo, mais en Corée du Nord, c'est dingue comme sensation, se dire « bon, là, je suis libre en Corée du Nord, je peux faire ce que je veux ». Alors, Qu'est-ce qu'on ressent quand on est une jeune occidentale totalement libre, élevée au lait de la démocratie oui. et qu'on se retrouve pendant 4 jours dans un pays qui est, qu'on le veuille ou non, une prison à ciel ouvert? tout à fait. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu juges? Est-ce que tu es dans la culpabilité? Est-ce que tu es tellement curieuse que on regarde, on en profite? Je sais pas. Ah, la curiosité, c'est sûr que c'est le moteur et c'est ça qui nous fait avoir envie de voir tout et de prendre des photos de tout. Et ça, alors déjà, la photo, contrairement à ce que je croyais, je m'attendais à ce que ce soit interdit, pas du tout. Et au contraire, la guide nous disait prenez en photo tout ce que vous pouvez tout le temps. Parce que comme on allait dans des endroits ciblés, c'était leur intérêt aussi qu'on prenne des bien photos, qu'on montre tout ce qu'elle voulait qu'on voit. Voilà, on a aussi pris des photos quand elle n'était pas là, mais ça, je ne dis pas, si elle va m'écouter, elle va m'entendre, après je vais en prison, ou lag, j'ai pas très envie. Mais Non, t'iras pas. On les salue, on leur dit elle reviendra plus, c'est tout. Voilà. ouais, non. Mais donc, la curiosité avec les photos et avec les moments où on avait des petits quartiers libres comme ça. Par contre, la barrière de la langue, je ne parle pas coréen. D'accord. Malheureusement. Personne parle anglais là-bas, évidemment. Non, mais les Chinois, eux, ont parlé coréen avec les Nord-Coréens. Et ça, c'était génial. Alors, certains Nord-Coréens nous ont dit « Hello,
Happy New Year. Alors ça, tu parles de sensation. Si un Nord-Coréen te dit Happy New Year, tu as un orgasme. C'est qu'est-ce qui se passe? Et tout n'est que question en fait. Dans ce séjour-là, ces 4 jours-là qui étaient très intenses parce qu'on était viré de l'hôtel à 6h du matin et on rentrait à 22h. Donc c'est quand même des grosses journées de circuit propagande à fond la caisse. Des questions sur tout ce qu'on voit, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est un vrai? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce qu'elle ment? Où je suis? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? C'était ça tout le temps, la question et la peur, mêlées tout le temps. Un truc d'angoisse comme ça, on a posé toutes les questions qu'on a pu à notre guide, qui a répondu avec sa formation de guide. D'autant qu'on ne peut pas leur en vouloir dans ces la cas-là, vie du parce que cerveau. s'ils font une connerie, ils vont au trou. Donc, On avait peur pour elle par rapport à ça. Exactement, Par c'est ça. rapport Je veux à dire, ça, c'est ouais. quand vous êtes, si vous êtes dans des situations comme ça, dans des pays comme celui-là, surtout, ne vous attaquez pas ou n'emmerdez pas le guide Non. officiel, etc. C'est parce que c'est lui. C'est elle qui va prendre. C'est Enfin, vachement dangereux comme ouais. métier. Elle était toute jeune, 24 ans, la petite jeune, on sentait sa peur à elle aussi. Donc au début, on l'a titillée, ça nous faisait rire. À certains moments, ça nous faisait plus rire quand même. On ne voulait pas la mettre en danger. Mais moi, je recommande ce voyage. Alors, j'ai pas d'action en Corée du Nord, je n'ai rien à Non, y mais gagner. c'est presque un l'expérience, reportage, c'est une expérience qui est presque. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on est au-delà d'un. c'est au-delà de tout. C'est au-delà d'un voyage. C'est un truc entre parenthèses dans un voyage. C'est plus qu'un voyage, c'est juste une curiosité, un circuit hors de tout. Parce qu'on ne voit pas tout le pays. Donc, c'est pas pour découvrir le pays qu'on fait un voyage en Corée du Nord. En fait, il va pour l'expérience de dire il faut le savoir, il faut être très lucide. Voilà. Je rentre dans un pays qui est comme il est, qui est une dictature, qui fonctionne comme ça. Je vais Exactement. voir ce que eux veulent me laisser voir. Et comment ils le mettent en place. Et tout ça est une expérience. Oui, très forte. La plus forte de tous mes voyages, alors que c'était la plus brève. Pauline en Corée du Nord, donc c'est un des livres, et vous trouvez tous les Paulines. Là, qu'est-ce que tu m'as amené? Pauline en Ouzbékistan, Pauline en Corée du Nord, Pauline en Californie, au Brésil. Voilà, il y a Pauline à droite à gauche. Vous tapez Pauline sur Google et puis vous arrivez chez Pauline. C'est comme ça. Les aventures. Ça marche. Et puis de toute façon, Stéphane là-bas, tu peux te réveiller, Stéphane? Ah, je suis là, je vous Tiens, écoute. Qu'est-ce qu'on lui a donné Je comme bois pinard? vos paroles C'est après du le vin de chez toi là, c'est du vin du sud, genre Ardèche, tout ça quoi. Non, d'Ardèche, tu crois? Non, mais enfin bon, c'est du j'ai sud pas là-bas, t'es senti habitué. T'es habitué. le goût ardéchois. Ah, ouais. Mets toutes les coordonnées de tout le monde sur le site d'Allo la planète, la web radio. Tu voudrais rajouter quelque chose? Je voulais demander à Pauline quel est ton prochain voyage. Alors, j'ai plusieurs envies. J'ai Cuba dont tu parlais, mais Cuba ne se fait pas pour l'instant. J'aimerais le Rwanda. Ah, voilà, Mais intéressant. vous expliquez pourquoi ça Tu prendrait cherches des heures. non mais j'imagine. Tu cherches quand même les trucs où il s'est passé quelque chose, où il y a une ambiance particulière, où il y a. Alors, Pas au Cambodge. Oui. Mais oui, mais j'ai envie d'aller au Cambodge aussi. C'est bien le genre de truc pour toi, ça. J'aime les endroits où le moins de gens possible vont, si je pouvais résumer tout simplement. Voilà. Les Non, faut destinations à la chercher mode les- ne m'attirent moins. et les endroits où il y a des histoires. Et où il y a des histoires. Oui. Rendez-vous en kiosque donc pour le magazine Voyage, tout le monde, les coordonnées sur le site d'Allo la planète. Les aventures de Pauline, pareil, vous suivez les liens. Stéphane, autre chose? On a tout fait, on a tout dit, on est bien Je là? crois qu'on a tout dit. Eh ben on est bien, on vous embrasse, merci. Gabi, la semaine prochaine dans le salon d'Eric et Gabi, et Gabi sera là pour le Cameroun. Un mot, Cameroun. Elle a pas... Alors, non, j'explique juste le contexte en 2 mots. Gabi a sa sœur qui habite au Cameroun. Elle a eu un plan pour pouvoir faire un voyage de 4 jours. Donc, c'est vraiment, je me lève, je pars, je reviens 4 jours plus tard. Je fais un bisou, je chope le palu et je reviens. Voilà. Et en un mot, alors en une phrase, quand on fait un truc pareil, qu'est-ce qui reste? Impressionnant. Dans les extrêmes. À la fois le bonheur de revoir la famille dans un quotidien absolument normal pour une famille de 5 et en même temps une misère... impressionnante. C'est un peu difficile à résumer comme ça, mais très très loin de ce qu'on vit à Paris. Ah bah voilà, et il fait chaud, ça c'est chouette. La semaine prochaine, donc, hop, tu notes, Stéphane? Ouais, je note. Là, notre premier invité. Et puis, comment on fera pour les gosses d'ailleurs? Faut trouver une invitée babysitter. Ok. Parce que vous ne le savez pas, mais dans les coulisses de l'émission... Fabien, tu reviens la semaine prochaine. Dans les coulisses de l'émission, il y a Stéphane qui, à chaque fois, s'occupe de toute la... essaye d'appeler des gens dans le monde, de comprendre comment la console qu'il a achetée fonctionne, son ordi qui bug et le pinard de l'Ardèche. Et de l'autre côté des coulisses, il y a Gabi qui maintient les enfants dans un coin pour pas qu'il y ait trop de mouvement. Donc voilà, vous savez tout. Et peut-être que Stéphane peut ramener son âne qui va garder les gamins. Je sais pas, Ah, vas-y, c'est s'amuse vrai, avec. ça. Ah, non. Ouais, ça leur plairait. Mais je ne voudrais pas spoiler la prochaine aventure d'Allo la planète, mais
Je crois qu'on va faire un Allô la planète avec un âne au printemps. Mais Ah c'est ça, ah oui c'est oui. Non, alors il est en plus il va y arriver. Ouais, j'y compte bien. Ambre, Vladimir, vous voulez faire un voyage avec un âne? Voilà. Bon bah voilà, donc Donc, en juin il veut que je les emmène avec lui. En direct, Allô la planète en Ardèche avec Eric Lange, les enfants Et l'âne. et l'âne. Ok. Marius, on arrive. On vous embrasse, merci à tous, merci tout le monde. Parlez-en autour de vous. Il faut qu'Allô la planète s'étende et s'étende et s'étende tout autour de la planète. Merci tout le monde. Ciao, touti et à la prochaine. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis allée mon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.